Pour les débats, on a entamé un débat sur une Porsche qui a été brûlée. Vous avez peut-être vu les images. Alors, je vais d'abord vous présenter Eric Revel, journaliste, bonjour, chère Valérie. à Sud Radio. Bonjour, du lundi au jeudi à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Mathis Brasca, responsable du développement dans l'humanitaire. Bonjour à vous. Vous travaillez entre autres pour Toutes à l'école. Je rappelle qu'on peut aller sur le site de l'association de Tina Kieffer, que je connais évidemment très bien, et parrainer des petites filles parce que c'est important. Toutes à l'école, c'est une chance pour ces petites filles au Cambodge qui n'ont pas droit à l'éducation, et grâce à ce que fait Tina depuis combien, 20 ans maintenant? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, 1600, c'est ça, exceptionnel. Ouais. 1700 filles. Des familles aussi qui sont aidées plus largement. Ça ne coûte pas très cher et tout l'argent que vous donnez, pardon de le préciser, parce qu'avec la méfiance qu'il y a maintenant avec les dons aux associations, tout l'argent que vous donnez va directement aux petites filles dont on s'occupe et qu'on instruit. En plus, c'est important de le dire aussi. Il y a des instruments comme Don en confiance qui permettent de vraiment suivre où va l'argent. Et là où Toutes à l'école se différencie d'autres ONG, c'est que c'est une ONG qui est très opérationnelle. Ça veut dire que sur le terrain, en fait, ce sont des employés de l'association qui sont profs, qui sont agriculteurs, etc. C'est pas de l'argent qui est redistribué. Non. C'est de l'argent qui va directement dans des salaires et dans des contrats locaux. J'ai eu la chance d'y aller, j'ai vu le fonctionnement, c'est absolument remarquable. Et dernier point, pardon, Tina Kieffer est une des premières à s'être attaquée au problème des petites filles qui étaient privées d'école. Donc, formidable association. Et Thomas Alexhauser, bonjour, secrétaire général des centristes, porte-parole de Nouvelle Énergie, c'est le parti de David Lisnard, qui parle vrai, qui parle de bon sens assez souvent, c'est sans prendre. Non, mais il dit des choses qui ont du sens et qui sont. Je pense qu'il a cet avantage de s'imposer une vie non pas parisienne mais extrêmement tournée vers ses habitants, vers sa commune de Cannes, sur lequel il fait un travail extraordinaire. Et j'espère que ça continuera à porter. Et moi j'aime l'homme de conviction David Lisnard. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il est donc maire de Cannes, il est président de l'AMF, il a un festival de Cannes célébrissime dans le monde entier, et pourtant David Lisnard, il n'a pas eu peur de dire un certain nombre de choses assez cultureux qui défilent sur les tapis rouges. Ben oui. Et ça, faut le faire quand vous êtes maire de Cannes et que vous avez le festival de Cannes, dire des choses aussi sensées, aussi fortes. Notamment en hommage à Boualem Sansal. Exactement. Il a pris une prise de parole très forte pour dire qu'il était le grand absent des discours du Festival de Cannes. On va revenir évidemment sur les violences en marge du sacre du Paris Saint-Germain. Gérald Darmanin pointe ce matin des condamnations qui ne sont plus à la hauteur. On va parler évidemment de ce crime raciste dans le Var avec Bruno Retailleau, qui, selon Olivier Faure, installe un racisme d'atmosphère. Retailleau qui refuse de défendre la proportionnelle. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Alors, on parlait de cette Porsche qui a été brûlée, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. C'était la vôtre? Mais c'était la mienne. Non, c'était pas la mienne, mais c'était celle d'un ami. Et alors, la réaction que vous avez eue avec Julie, c'est quel abruti de la laisser dans la rue. Non. Non, mais pourquoi il l'a... Et alors, moi, ma 4L, je laisse dans la rue. Il a voulu aller la garer samedi, et les policiers lui ont dit, parce qu'il a un parking, et les policiers ont dit non, on passe pas, c'est fermé. Donc il l'a laissé dans la rue et il a filmé les 30 personnes, les 30 délinquants qui sont acharnés sur sa voiture. Donc on voit pas bien, effectivement. Et la réflexion de quelqu'un, c'était de dire ils sont venus célébrer, entre guillemets, des joueurs qui peuvent se payer sans Porsche, ça les dérange pas. Bref, on va commencer. Peut-être un mot sur Kamel Daoud qui a renoncé à aller en Italie parce que... C'est selon moi la grande nouvelle. Ça devrait être le débat permanent de cette journée. On rappelle que Boualem Sansal est toujours emprisonné et Kamel Daoud, lui, risque de se faire extrader vers l'Algérie s'il va en Italie. Donc on en est là aujourd'hui avec une demande des autorités algériennes. Enfin, c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer, dont personne ne parle réellement. Si le Figaro a fait un article. Thomas, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule à l'endroit du haut commissaire
à France Stratégie, au plan Clément Beaune. Je trouve et je regrette vraiment que cette position de haut-commissaire sur un poste stratégique soit devenue en réalité une tribune politique dont se sert allègrement l'ancien collaborateur, l'ancien ministre, l'ancien député d'Emmanuel Macron et de Paris. Un jour, il commente l'Eurovision. Le lendemain, c'est un interview dans Paris Match. Un jour, il critique la porte-parole pour ses propos sur la fin du macronisme. Un jour, c'est sur un avis sur le port du voile. Et cette instance nationale, qui est un service du Premier ministre, qui doit donner des prospectives économiques à 20-30 ans sur le long terme, qui doit réfléchir à la France dans 20 ans, 30 ans, aux solutions d'avenir de demain, en réalité, je regrette, soit devenu vraiment un instrument pour un homme qui ne cache pas ses ambitions pour Paris et qui en réalité utilise cet outil comme un porte-voix, comme un étendard d'une ambition. Mais surtout, on peut s'interroger sur le commissariat au plan. Oui, parce que on est loin de l'époque où le général de Gaulle parlait de l'ardente obligation du plan. C'est-à-dire que le plan, c'était vraiment la stratégie pour la France des décennies suivantes. C'est devenu une coquille vide. Et pardonnez-moi, mais en usant, et vous avez raison, de cette manière politique, Clément Beaune, pour moi, il commet une énorme erreur, pas pour sa carrière politique, mais il prouve par A plus B que le Haut Commissariat au plan ne sert à rien. En fait, il le prouve. Tout le monde le savait. Non, mais il le prouve tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'avais interrogé un membre à l'époque où Bayrou dirigeait cette agence de l'État qui coûte un pognon de dingue, sur le nombre de rapports qui sortaient, mais c'était absolument hallucinant. Alors, ils avaient en préparation un rapport sur la pêche. Enfin, vous imaginez, les problèmes français, la pêche, il y a des problèmes dans ce pays. C'est un vrai sujet. Non, mais d'accord, mais il y a d'autres sujets. C'est quoi le TGV du 21e siècle? C'est quoi l'Airbus du 21e siècle? C'est quoi la stratégie industrielle de la France? Ouais. C'est encore un machin administratif qui ne... Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est sur l'instrumentalisation et en l'occurrence, c'est un outil qui doit servir. Je pense que d'avoir des experts qui réfléchissent, qui accompagnent les décideurs ça pourrait être formidable, sur l'avenir on voit bien ce qui se passe en Chine. Quand on voit le développement de l'industrie automobile chinoise et les conséquences à venir sur le marché français et sur l'industrie française, il y a forcément des questions que l'on doit se poser et sur lesquelles on doit travailler. Mais avoir une mission sur la refonte du service national universel, pour moi, excusez-moi, ce n'est pas du mission d'un haut commissariat au plan qui a fusionné d'ailleurs apparemment avec France Stratégie et qui pour moi est en réalité une vraie tribune politique qu'on a confiée à un ancien ministre de la Macronie. Ouais. Oui, un mot, Mathis. J'ai envie de dire qu'une proposition politique courageuse, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi en ce moment, serait peut-être de préparer un énorme audit de toutes ces agences et de toutes ces structures qui aujourd'hui coûtent un pognon dingue et qui servent effectivement de loge de vie post-politique de certains ministres. Oui, et l'efficacité, vous allez me dire que je m'acharne, mais l'efficacité de ce haut commissariat à l'enfance qui parle de s'attaquer aux no-kids et autres, quand on voit ce qui est en train de ce qui se passe encore une fois à l'aide sociale à l'enfance, moi les bras m'en tombent. Je veux dire, parler des hôtels no-kids ou des oui, pourquoi pas, mais enfin on a des priorités et c'est peut-être pas là-dessus qu'on devrait communiquer. Vous avez raison de s'interroger, on devrait peut-être s'interroger sur tout cela. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Série Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité. On va revenir évidemment sur les violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain avec le ministre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui pointe des condamnations qui ne sont plus à la hauteur. Le crime raciste dans le Var. Bruno Retailleau installe un racisme d'atmosphère selon Olivier Faure. Bref, beaucoup de sujets. La fast fashion dont on devait parler hier, on n'a pas eu le temps. Tout cela avec Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve du lundi au jeudi à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Thomas Elexhauser, secrétaire général Les Centristes, porte-parole de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Alexandra Spinner, enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et Mathis Brasca, responsable du développement dans l'humanitaire. On va passer on continue avec vous, Alexandra, et on va aborder cet après-match et ces violences que certains semblent découvrir. On voit la une du Parisien ce matin, la honte. Ils ont mis 24 heures à réagir après avoir consacré 12 pages à la victoire et ils l'ont fait et ils parlent de ces violences. Moi, c'était plutôt un coup de cœur. Oui.
pour des vidéos qu'on voit un peu émerger sur les réseaux sociaux de jeunes Français issus de l'immigration et qui se... Parlez bien dans le micro. De jeunes Français issus de l'immigration qui se désolidarisent de tous ces jeunes barbares qu'on a vus déferler sur les Champs-Élysées et partout en France et qui ont gâché notre fête. Et j'ai trouvé plutôt formidable qu'il y ait une sorte de mouvement de pas en mon don de ces jeunes qui au fond aussi payent le prix fort parce que ils sont assimilés à des jeunes qui finalement ne veulent plus faire société, ne veulent plus faire nation, s'attaquent systématiquement à tous les symboles forts de la République, pillent, saccagent, volent et donnent une image déplorable de nos banlieues. Ouais. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Alors un petit bémol quand même, c'est que je ne sais pas si on va écouter un son. On y doit arriver. Mais il y a par exemple Freddy Lelletala qui est champion du monde de jiu-jitsu brésilien qui dit j'ai honte, on ne voit que des rebeux et des renois faire des conneries. C'est comme ça que vous allez faire monter le Rassemblement national. Enfin, il y a beaucoup de témoignages. Oui, il y a des témoignages quand même forts parce que c'est vrai qu'on le dit d'ailleurs très souvent ici. Les premières victimes de tout cela sont les musulmans parce que la majorité des musulmans dans notre pays veulent vivre tranquillement, veulent voir leurs enfants réussir, veulent eux-mêmes réussir, ils veulent que l'ascenseur social fonctionne pour leurs enfants. Donc c'est plutôt bien aussi que des jeunes issus de l'immigration le disent. J'espère que se joindront à eux aussi peut-être des personnalités connues, eux-mêmes issus de l'immigration, pour dire non, ceux-là, ils nous font honte et on n'a pas du tout envie d'être assimilés à ces barbares. Et je tiens à ce terme. Alors, simplement, un petit bémol quand même, ce qui m'a frappé, c'est que je parle là pour les jeunes les jeunes qui ont témoigné sur les réseaux. On parle quand même de gamins qui sont nés en France, qui ont été élevés en France, qui ont grandi en France, qui ont été à l'école en France, et qui pourtant donc sont des Français à part entière, et qui pourtant se mènent toujours à leur origine, et ça m'a un petit peu... je trouve que ça met en lumière quand même un vrai sujet d'assimilation dans notre pays qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est le seul petit bémol. Mais c'est quand même, je trouve que c'est un mouvement formidable. Je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu. Oui, j'ai vu les vidéos aussi. Je trouve ça que c'est courageux aussi. C'est courageux, absolument. À visage découvert, de dire il y en a ras-le-bol et de dire à des voisins, à des jeunes d'autres quartiers, ça suffit. Vous salissez notre... Qui nous sommes. Nous sommes, d'où on est, des quartiers dans lesquels on est originaire. Je trouve ça très courageux. Mais comme souvent, c'est un mouvement formidable qui sera ensuite étouffé par la France Insoumise qui dira que c'est la faute de l'État et qui va développer une contre-argumentation totale en isolant finalement la parole de ces jeunes, en disant que non, c'était la police qui vous a tapé dans cette rue-là, c'était ci qui s'est passé, que vous n'avez pas bénéficié. C'est la faute de Bruno Rataillot, parce que pourquoi pas. Et voilà. Non, comme le dit Antoine Léaumont, c'est de la faute de la police s'il y a eu des violences. Éric. Ah oui. Mais là, oui, sur Éric Coquerel y a été aussi en accusant Retailleau en fait d'être quasiment responsable indirectement avec son maintien de l'ordre des scènes hallucinantes dont ont été victimes les commerçants, les rues, les voitures, et pas qu'à Paris. Il y a un silence coupable. Hier, Gilles Plattret le disait au micro d'André le maire de Chalon-sur-Saône, où il a eu aussi des dégradations, montée de la violence. Et il y a eu un silence coupable, je trouve, de la plupart des médias sur ça. Alors, ok, les gens étaient tout à la victoire historique du PSG, qu'il fallait sans doute traiter en priorité, mais on avait des directs, si vous voulez, alors qu'on savait que dans des rues adjacentes se passaient des trucs absolument hallucinants, où les médias n'en parlaient absolument pas de ce qui était en train de se dérouler. Non. Et je vais vous dire... il y avait de la communication aussi de la part de la police et du préfet, en particulier des CRS. Moi, j'ai vu un responsable CRS dire pour l'instant, tout va bien, etc. Donc, il y avait
avait aussi, je pense, cette volonté les CRS eux-mêmes ne peuvent pas avoir un discours alarmiste. Leur rôle, c'est quand même de... C'est un syndicaliste, il y avait un décalage. Et les médias. Mais comme toujours maintenant, c'est vrai que c'est même le préfet qui dit ce n'est ni un échec, ni une réussite. Il est revenu sur ces mots. Le préfet de Paris, il a dit que c'était un échec quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je veux dire, ce qui est quand même absolument scandaleux, dramatique, c'est d'assister à ce genre de scène, d'avoir des médias qui couvrent, à mon sens, très mal, et je donne pas de leçons de journalisme spécialement, mais on peut au moins travailler les deux tableaux. Et puis aussi d'avoir une autorité qui en fait renonce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la mise en garde avait été ou de Bruno Retailleau ou du préfet de police, je me souviens plus, en disant que si le samedi soir ça dégénérait, alors il n'y aurait pas de parade sur les Champs-Élysées. Eh bien ça a dégénéré et il y a eu parade. Pourquoi? Mais parce qu'à mon avis, ils craignaient que les émeutes soient encore plus fortes s'ils annulaient la parade du PSG. Donc si vous voulez, alors le président de la République commence par dire que c'est inacceptable avec ça, que les sanctions seront implacables. Et vous avez vu là les 3 qui se sont fait choper? Oui, on va en parler. Prison avec sursis, 500 € d'amende, même pas de travail d'intérêt général, même pas. Il n'y a pas que Paris, puisque vous savez qu'on a malheureusement un policier qui a été plongé dans le coma, et c'est un policier dans la Manche. Qui a reçu un tir d'artifice. Et d'ailleurs, beaucoup de syndicats policiers appellent à classer les mortiers d'artifice comme des armes dangereuses qui peuvent mériter une riposte. Parce que là, le jeune policier qui est dans le coma depuis 2 jours, il a été blessé au visage et son état ne fait qu'il est dans le coma aujourd'hui au CHU de Caen. Donc en effet, la province est aussi touchée par ces mouvements d'une telle violence. Et j'écoutais dimanche soir France Info, la journaliste en charge du plateau disait mais Monsieur Retailleau a gâché la fête en quelque sorte avec ses propos. Mais sauf que la fête est totalement gâchée. Et quand on dit que ça a été une réussite ou un échec, il y a des mouvements qui ont été beaucoup plus violents et virulents que ceux qu'on a eu samedi soir. Rappelons-nous de la terrasse du Fouquet's qui flambait pendant les Gilets jaunes. Donc malgré tout, on a quand même évité des débordements. Le côté, ça aurait pu être pire. Excusez-moi, on a un petit peu de mal à l'entendre quand on pense aux commerçants dont les terrasses, les magasins ont été pillés et qui vont devoir payer. Non, mais quand vous écoutez le service public, vous avez l'impression, si vous voulez, que c'est les 3 rois mages avec Balthazar qui se rendent à une procession et que tout se déroule dans le meilleur. Non, mais c'est hallucinant. J'écoute aussi Info. Mais attendez, je vais pas. Mais franchement, vous avez des antennes, mais vous demandez. Là, il y a eu 3 condamnés hier. Vous avez vu? Le seul que citait Info ou Inter, c'était Aurélien. Parce que je pense que ça les arrangeait de citer qu'Aurélien. Mais il y en a d'autres. Alors, ok, ils n'ont pas de profil. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils radicalisent encore plus les opinions publiques en ne traitant l'info qu'à moitié. Pardon. On va parler tout à l'heure de ce crime racisme. On va en parler sur Sud Radio. Mais le service public, qu'est-ce qu'il nous fait avec l'argent du contribuable? En fait, moi, quand j'écoute ça, je me sens de plus en plus exclu et de plus en plus en colère. Mais 3 minutes, je crois, consacrées hier aux violences d'après-match. Sur des incidents, ils appellent ça. Mathis, non, j'ai juste envie de dire qu'on a tendance à banaliser ces violences. Et moi qui reviens de 2 ans et demi, presque 3 ans en Asie, j'en ai vu des matchs de foot. Et j'ai jamais vu le moindre débordement, la moindre voiture qui brûle, que ce soit au Cambodge ou au Vietnam. Mais vous avez ce matin dans le Parisien, l'étranger nous regarde avec des yeux hallucinés. Parce que Barcelone, tous les pays d'Europe ne comprennent pas ce qui se passe en France. Un ministre macroniste ce matin nous a expliqué que ça arrivait dans beaucoup de villes d'Europe. Alors je ne sais pas. Il faut leur proposer un voyage. C'est le ministre d'ailleurs de l'Europe qui nous dit ça. Je ne sais pas à quelle ville il faisait allusion. Mais en tout cas, nous ne sommes pas au courant. On va écouter ce champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Écoutez ce qu'il disait à propos de ces violences. Les gars, plus le temps passe, plus je commence à avoir honte d'être un Renoir, frérot, d'être associé à certains débiles mentaux, les gars. Comment vous ne voulez pas que les gens votent de plus en plus RN? S'il vous plaît, moi là, je suis en Californie. Je regarde des images de ce qui se passe en France après la victoire du PSG. On ne voit que des rebeux et des Renois faire des conneries, casser les arrêts de bus, monter sur des bus, brûler des voitures, arrêter des filles, les dépouiller. Il y a eu 2 morts. Les gars, c'est une honte. En fait, vous nous foutez la honte, frère.
Voilà. Moi, je vous encourage à lire aujourd'hui dans le Figaro la tribune de Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre qui travaille avec des jeunes, qui a travaillé très longtemps avec des jeunes en centre fermé, qui a écrit des livres remarquables, qui depuis 20 ans alerte sur ce qui est en train de se passer. Je me souviens de l'avoir interviewé, il m'avait dit je suis très pessimiste. Il avait écrit un livre qui, en gros, le titre était « Si nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des barbares ». Et ce matin, il explique, il dit « Moi, je travaille en centre fermé. Je travaille essentiellement avec des éducateurs d'origine maghrébine qui viennent des mêmes quartiers dits sensibles que les émeutiers et qui ont vécu dans les mêmes conditions économiques. Quand je leur demande pourquoi ils n'ont pas agi comme certains de leurs camarades, ils me répondent parce que leurs parents avaient un projet parental. Ils exigeaient que leurs enfants rentrent à la maison dès la sortie de l'école, que les devoirs soient faits et ils voulaient qu'ils soient aimable en société, capable de construire un projet. Et il dit aujourd'hui, on peut émettre beaucoup d'hypothèses sur ce comportement collectif. Lui, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide intellectuel, culturel. Il n'y a pas eu d'éducation sur certains de ces enfants. Il dit un travail éducatif ou psychologique ne peut avoir de prise car ces sujets n'éprouvent aucune curiosité à l'égard d'eux-mêmes, de leurs actes et de leurs histoires. Je vous encourage vraiment à lire cet article qui est assez éclairant et j'ai appris d'ailleurs à cette occasion qu'on va parler des peines. Les centres éducatifs fermés pour mineurs ne sont pas surpeuplés. Ils sont remplis à 70%. 70%, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui enfermer des mineurs. Donc on va revenir sur les peines et puis aussi sur les dégâts avec vous, Éric Revel, dans un instant. Petite pause de pub. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre et de commenter l'actualité avec vous. Et donc, Éric, vous vouliez revenir aussi sur les violences, les dégâts. Oui, j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais franchement, on a assisté à des scènes mais absolument hallucinantes. En fait, ces racailles, ces barbares, que ce soit un événement sportif, que ce soit un événement de société comme l'affaire Naël, en fait, leur but, c'est de dévaliser, de se servir dans les magasins, de tout péter. Il y a des témoignages de gens qui vous expliquent qu'on les a vus arriver avec des barres de fer. Enfin, ils étaient là pour tout péter, pour tout casser. Il faut saluer le courage des forces de l'ordre. Moi, je le redis à chaque fois. Bon, je discutais aussi avec des policiers qui étaient sur le terrain, qui m'expliquaient que la doctrine a quand même un peu changé avec les événements. C'est ça aussi. Les policiers, on leur demande de maintenir l'ordre, mais parfois, ils savent pas à quel endroit, avec qui, pourquoi, dans quelle rue. Bon, voilà. Et puis, vous avez aussi tout le contexte politique, la lâcheté de générations d'hommes et de femmes politiques. Vous voyez, hier, je faisais un débat avec Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui me parlait de récupération politique. Et je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, vous employez le mot de récupération politique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, ce que vous appelez de la récupération politique, c'est une façon de mettre les points sur les i à des hommes politiques comme vous, qui pendant, en fait, ont été au pouvoir et qui pendant des années ont vu ce qui était en train de se passer dans ce pays, l'effondrement de l'autorité partout, dans toutes les strates de la société, et qui finalement ont accompagné. Mais vous savez, moi je pense qu'un de ces jours, on va se réveiller d'une manière très douloureuse. C'est-à-dire là, ces racailles ont besoin d'événements pour aller tout péter, mais demain, ils n'auront plus besoin d'événements. Quand ils auront besoin de prendre une pile de chaussures ou une pile de t-shirts qu'ils font régulièrement avec les magasins Chanel, voilà, eh bien ils le font, ils enverront 200 mecs. Et voilà. Donc si on n'a pas une réponse ferme, je vais vous dire, on est extrêmement mal barré. Et quand je suis de mauvaise humeur et un peu défaitiste, ma chère Valérie, ce qui est peut-être le cas ce matin, je me demande si le pays n'est pas foutu. Oui, voilà. Mais vous avez raison de dire, et je le redis, je me répète aussi, je radote, mais en 2020, quand je suis arrivé sur LCI, les pompiers, les mecs de la BAC m'informaient déjà de ce qui se passait. Les pompiers étaient déjà attaqués, les lances des pompiers, les pompiers tombaient en embuscade. Vous avez l'image de ce pompier qui se fait étrangler. Ce sont des barbares. Moi, je reprends le mot de Retailleau. Il a raison d'employer ce mot. Je crois qu'il faut dire les choses. Barbares, des barbares. Sont des gens. Vous savez, on voit bien que depuis des années, on a l'effondrement de l'autorité. Pas seulement à l'école, partout dans toute la société. C'est-à-dire que l'autorité, c'est devenu un gros mot. L'effondrement de la famille. Vous ne pouvez plus être autoritaire aujourd'hui avec des gens qui n'ont jamais eu d'autorité et qui sont aujourd'hui dans la rue à casser, qui ne comprennent même pas. Il faut bien commencer un jour. J'en parlais tout à l'heure, l'échec de l'assimilation. On a aussi des décennies de laxisme judiciaire et d'absence de courage politique. Pardon, mais juste, ça fait penser à ça.
l'État. Vous avez vu là, à partir du 1er juillet, et bon, c'est une bonne chose sur le fond, on va coller 135 € d'amende aux gens qui vont fumer sur la plage. Vous voyez, l'État se donne l'ivresse de l'autorité alors qu'il n'en a plus le flacon. Alors, on va vous coller une amende à 135 € et le bon citoyen qui va fumer sur la plage de manière illégale devra payer son amende. Mais tous ces gens qui ont pété l'autorité de l'État, elle est bafouée tous les jours. Pas seulement avec la victoire du PSG, elle est bafouée tous les jours. Et là, qui paye ? C'est le contribuable qui paye. Voilà. C'est pareil dans les transports en commun. C'est la petite mamie qui n'arrive pas à rebiper le truc, qui se prend à chaque fois les amendes. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui fait pipi par terre au milieu du tramway, une fois sur deux, ça passe. C'est dur avec les faibles et c'est faible avec les forts. C'est ce que dénonce beaucoup David Lisnard. Un tweet, tirer sur un gendarme avec un mortier d'artifice, 500 € d'amende. Ouvrir une boulangerie un 1er mai, 7 500 € d'amende. Donc, mais c'est exactement ça. C'est bienvenu en absurdie. Voilà, l'ivresse de l'autorité, mais il n'y a plus le flacon de l'autorité. Le flacon, il est cassé en France. Alors, vous vouliez surtout votre coup de gueule concerner qui va payer les dégâts. Mais oui, alors, qui va payer les dégâts ? Parce qu'en réalité, si vous voulez, je discutais avec un policier qui m'expliquait que quand là on va parler foot, quand un club organise un match ou quand son club joue, en fait, il y a une partie des compagnies de CRS qui sont prises en charge financièrement par le club. Alors j'aimerais savoir ce que QSI, c'est-à-dire Qatar Sports Investment, a pris en charge lors de la soirée du samedi et même ensuite, parce que ça coûte quand même un pognon de dingue. Et puis qui va payer les dégâts ? Alors je regardais dans le code des assurances, il est prévu que les assurances puissent se retourner contre l'État pour non-protection de troubles à l'ordre public. Bon, évidemment, ça se passera pas comme ça. Ça va se traduire par une hausse des primes d'assurance pour les commerçants qui vont demander, parce qu'ils en ont tellement marre d'avoir des surprimes, parce que vous avez des magasins qui sont régulièrement pétés. Moi, je pense à un bureau, de tabac vers la rue Chateaubriand dans le 8e, où un jour je me pointe. Donc, c'était au moment des Gilets jaunes. Et donc, sa vitrine avait été cassée. Bon. Et puis, 15 jours, 3 semaines, 2 mois plus tard, je vois toujours le même panneau en bois. Alors, je dis, mais monsieur, vous n'avez pas eu les assurances ? Il me dit, si, mais depuis, ma vitre a de nouveau été cassée. Mais vous vous rendez compte ? Donc, qui va payer ? Les compagnies d'assurance, donc les contribuables, les collectivités locales qui vont refaire les infrastructures, donc les contribuables, etc., etc. Donc, il y en a marre, Valérie. Il y en a ras-le-bol. Est-ce qu'on peut demander au Qatar de payer ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il devrait prendre en charge une partie quand même des dégâts. Non, mais j'avais juste envie de dire, c'est vous qui allez payer, c'est moi qui allons payer. Comme d'habitude. Non, mais Eric a raison sur les primes d'assurance. C'est-à-dire que ces petits commerces, on voit même que dans les arrondissements qui n'étaient pas autour des Champs-Élysées ont été victimes de ces forts troubles dans le 17e arrondissement, vont avoir des primes d'assurance qui vont devenir de plus en plus insupportables pour eux. Parce que les assurances ne voudront plus prendre de risques pour les commerces à 5 km à la ronde autour de l'Arc de Triomphe. Parlons des condamnations. Donc, ce matin, Gérald Darmanin, donc le ministre de la Justice, réagit. Il souhaite des peines qui soient plus à la hauteur, des condamnations plus à la hauteur. Enfin, on lui rappelle qu'il y a une séparation entre l'État et la justice. Les peines, elles sont prévues. Je crois que c'était 3 ans d'emprisonnement pour s'attaquer à un policier. Elles n'ont pas été prononcées. Donc, qu'il est impuissant. Il peut dire ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'augmenter les peines. Que dans notre pays, quand on s'attaque à un policier ou un représentant de l'autorité, on prenne 500 € d'amende. On prenne 500 € d'amende et qu'on rentre tranquillement chez soi, c'est pas acceptable. On s'attaque à un policier, on s'attaque à un représentant de l'ordre public, on va en prison. Point à la ligne, il n'y a pas de débat. Et alors je sais que tous les avocats vont nous expliquer que tout ça n'est pas dans les clous, mais il faut arrêter. À un moment, il faut quand même qu'on donne qu'il y ait un minimum d'exemplarité. La condamnation, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Quand vous en prenez à quelqu'un qui très bien, mais c'est théorique. Mais vous vous rendez compte ? Je trouve que Gérald Darmanin a pris la parole ce matin en disant en effet que les peines n'étaient pas assez lourdes. Mais Darmanin, c'est un jour une idée. C'est-à-dire que ces dernières semaines, on a eu arrêter le cash pour remettre un terme au trafic, construire des prisons en préfabriqués, isoler, etc. Chaque jour, on sort une idée nouvelle, à croire que ce monsieur n'a jamais été ministre de l'Intérieur et n'a jamais dirigé la sécurité de ce pays pendant plusieurs années. Mais je trouve quand même assez dommage qu'il vienne avec cette
proposition qui n'en est pas une, puisqu'elle ne se fait pas dans un cadre assorti d'une loi. Le problème vient aussi du fait que les mineurs ne sont pas sanctionnés suffisamment fortement. L'excuse de la minorité n'est pas assez prise en compte. Et aujourd'hui, je suis désolé, le président Macron, ça fait 8 ans qu'il est président, les places de prison sont toujours manquantes. On a le record absolu du nombre de prisonniers en France. Ça date de... Mais Valérie, on a été capable de voter une loi spéciale pour rénover Notre-Dame de Paris en 4 ans. On n'est pas capable de prendre les dispositions parce que des villages, des contrées de la ruralité qui ont besoin de sources d'économie, c'est pas mon cas chez moi, c'est plutôt vivant. Je pense qu'ils seraient capables d'accueillir des centres de rétention si on leur proposait de le financer pour eux. On rappelle quand même qu'il y a eu 2 morts, qu'il y a un policier dans le coma. Et donc, sur les peines qui ont été condamnées hier, il y a des peines d'emprisonnement avec sursis, de 2 à 8 mois de prison, et avec sursis, et 500 € d'amende. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine d'autres qui doivent être... qui ne seront pas payés. Qui vont passer. Alors, il propose, Gérald Darmanin de faire évoluer la loi, de supprimer les aménagements de peine obligatoires, de supprimer le sursis, de mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique à la fois, une fois la culpabilité reconnue. Bon, oui, mais enfin, si c'est pas appliqué, 3 mois ferme réellement exécuté pour toute agression envers un représentant de l'État. Mais la loi, elle est là. Mais appliquons les lois qui existent. C'est 3 ans et 45 000 € d'amende. Mais appliquons déjà ça. Sauf que pour l'instant, Darmanin, il veut construire 3000 places en préfabriqué. Il en manque 18 000 en France minimum. Donc c'est 16%. Mais là, en l'occurrence, ce sont des mineurs qu'on les envoie en centre fermé. Il y a de la place. Des mineurs, oui. Quand c'est des mineurs, et je vais redire ce que j'ai dit hier, comme a expliqué un policier, c'est que ceux qui comparaissent aujourd'hui, oui, il y a eu 540 et quelques interpellations, c'est que ceux qui ont été arrêtés, souvent, sont ceux qui courent le moins vite. Alors ça peut paraître rigolo à dire comme ça, sauf que, oui, parfois, il y en a qui se font prendre et qui... mais là, hier, je ne sais pas si vous avez entendu les explications, on m'a mis un mortier, un homme en noir m'a donné un mortier, je l'ai trouvé par terre, enfin voilà, qui peut croire, c'est fable. On se retrouve dans un instant, petite pause pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Père. Commentaire d'un auditeur. Je vous écoute. La loi est devenue incantatoire, une simple formule magique récitée pour faire croire à l'autorité. C'est précisément ce dont Darmanin joue. Lui qui fut ministre de l'Intérieur pendant des années et qui n'a jamais su ou voulu faire respecter cette loi qu'il brandit aujourd'hui comme un totem. Effectivement, appliquons la loi. Maintenant, les magistrats sont indépendants. Donc, et puis on n'était pas à l'audience, mais c'est vrai que quand on écoutait les jeunes qui étaient autour à la sortie du tribunal, il y a une question géniale. À un moment, le journaliste dit à un de ceux qui accompagnaient un des prévenus, mais qui disait moi j'étais sur les champs et tout ça, et il lui dit mais pourquoi vous n'êtes pas dans le box? Et il dit je sais pas, j'ai couru plus vite. Donc ça résume le truc, quoi. Non, mais ils ont un sentiment d'impunité qui se voit sur leur visage et dans leur sourire lorsqu'ils répondent aux journalistes à la sortie du tribunal. Valérie, j'ai vu les images, c'est absolument incroyable. Et encore une fois, le bon citoyen, lui, il va payer son amende de parc-mètre ou sa surtaxe sur l'impôt sur le revenu parce qu'il n'a pas déclaré à temps. Mais attendez... Ouais, mais j'ai quoi faire et effectivement c'est un peu désespérant. Parlons de ce crime raciste dans le Var. Un homme donc a été poignardé. On a retrouvé chez lui une fascination pour un discours raciste. C'est un crime raciste. Et Olivier Faure, pour lui, explique que c'est Bruno Retailleau qui installe un racisme d'atmosphère. C'est les enchères. Oui. J'ai juste envie de dire que c'est des enchères. C'est un peu dégoûtant, cette politique de quelque bord que ce soit. Hein. En fait, c'est drôle parce surtout que... Surtout de ce bord-là, hein, pardon. Mais... Oui. Exactement, ça veut dire que pendant très longtemps, c'était l'extrême droite qui avait tendance à dire des choses indécentes pour essayer de nous adapter à tout et à n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a des personnalités de gauche, donc bon, la France insoumise, mais aussi des personnalités de gauche qui étaient de base, on va dire, beaucoup plus modérées, qui tombent dans une sorte de démagogie qui en plus va pas trop leur servir parce que mettre excité entre guillemets les banlieues, je crois pas que ça va apporter quelconque réussite à la carrière politique d'Olivier Faure. Non. Donc voilà, c'est de l'amateurisme. Oui, c'est un acte anti-français pour Bruno Retailleau. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Le parquet national antiterroriste se saisit de l'assassin l'affaire. présumé s'est prévalu du drapeau français pour commettre son acte.
Non mais juste sur Olivier Faure, pardonnez-moi, mais moi, en tant que citoyen, j'ai aucune leçon à recevoir d'un monsieur qui va sans doute être élu premier secrétaire du Parti socialiste et qui continue de cimenter l'alliance avec LFI. Parce que Bruno Retailleau, comme homme de droite et comme ministre de l'Intérieur et des Cultes, dénonce, et il a raison, c'est un crime raciste abject. Mais j'aimerais entendre les gens de la France insoumise dénoncer de la même manière la montée de l'antisémitisme, ou la façon dont il l'alimente directement ou indirectement. Donc le courage, pardonnez-moi, politique, il est plus dans le camp de Retailleau que de la part de ces gens de gauche ou d'extrême gauche qui nous donnent des leçons et qui sont incapables, eux, parce que ça ne les arrange pas en termes électoraux, de dénoncer des crimes antisémites ou d'autres parce que ça n'intéresse pas leur électorat potentiel. Non mais attendez, ces gens, ils nous donnent des leçons. Non, mais les propos de Retailleau sont très graves. Hein. Je cite son tweet d'il y a 2 heures. De Retailleau d'Olivier Faure. Je cite le tweet d'Olivier Faure. Le gouvernement porte une part de responsabilité dans le climat qui l'a rendu possible le crime raciste. Il prépare son alliance avec LFI. Voilà, c'est ça la réalité. Écoutez, Boris Vallaud qui lui a apporté son soutien, il ferait mieux aussi de bien réfléchir. Hein. Olivier Faure sera demain l'invité Jean-Jacques Bourdin, donc absolument. Il pourra lui poser la question. Mais c'est vrai que c'est un crime abominable, que c'est un crime raciste. Le type, il avait des vidéos, qui a tué donc cet homme d'origine tunisienne, poignardé. C'était un voisin, son autre voisin d'origine turque également a été agressé. Mais je trouve que l'expression crime anti-français, je trouve qu'elle est bien choisie au contraire, parce que effectivement, c'est un crime qui vient contredire tout ce que nous sommes, tout ce que nous défendons, tout ce que la France représente. Voilà, et c'est monstrueux. Ce crime. Mais c'est cette récupération, cette mise de dire qu'il y a une responsabilité, comme on accuse aussi certaines chaînes d'infos. Monsieur Faure est pathétique, c'est la bêtise triomphante. C'est vraiment malsain, c'est indécent. Et puis je trouve que c'est obscène de récupérer un tel drame à des fins politiques ridicules. Et Eric l'a très bien dit, qui au fond prépare simplement mais toutes les occasions sont bonnes de Monsieur Faure avec LFI, déjà très entamé. Le PS a perdu tout crédit, tout lien de la République. Quand il y a eu le terrible assassinat de Monsieur Cissé dans le sud de la France, on a accusé Monsieur Retailleau de ne pas avoir parlé assez vite, de ne pas s'être déplacé aussitôt, etc. Et là, sur ce crime avéré immédiat dans le Var, on le prête responsable. Et quand il dénonce un crime raciste, on dit que c'est par lui que le crime raciste est arrivé. Vous vous rendez compte là? J'ai un peu de mal à comprendre les mots de Jérôme Guedj ce matin sur Sud Radio. Il y a une banalisation, une fascination pour certains d'un discours qu'il va mettre en cause le français d'origine étrangère, les musulmans dans l'exercice de leur culte, l'islam comme religion qui ne serait pas pour certains compatible avec la République. Donc lui aussi, il se remet... Moi, je ne parle pas de Jérôme Guedj couramment. Non, on a un peu de mal, lui-même qui a été victime d'antisémitisme dans certaines manifestations. C'est un petit peu étonnant. Je voudrais qu'on... C'est le syndrome de Stockholm, il a du mal à se séparer de son mentor, Monsieur Mélenchon. Oui, peut-être qu'on peut marquer une pause maintenant pour parler de Chine et de la fast fashion, parce que c'est un sujet important, avec là aussi des politiques qui se mettent dans des situations, Nicole Guedj, ou l'ancien ministre de l'Intérieur, Castaner, comment peut-on après faire confiance aux politiques? On se retrouve dans un instant, c'est votre coup de gueule, Mathis Brasca. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, dans l'actualité, parce que c'est vrai que le foot nous a beaucoup occupés, il y a aussi la question de la fast fashion avec Chine, et c'était votre coup de gueule, Mathis Brasca. Alors, racontez-nous un petit peu où on en est. Fast fashion, donc le grand renoncement. Donc la fast fashion, pour rappeler, c'est produire à l'autre bout du monde des vêtements à toute vitesse, à bas prix, pour être portés 3 fois puis jetés. C'est un modèle donc qui est surproduit, qui pollue et qui détruit l'emploi local. C'est un modèle qui génère 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de 100 Paris.
En 2023, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale pour émettre un coup d'arrêt. Interdiction de publicité, bonus-malus écologique, affichage environnemental, définition juridique claire. Mais 2 ans après, le Sénat vote un texte qui semble vidé de son sens. L'affichage, il est supprimé. La pub, elle est interdite uniquement pour les influenceurs, pas les marques. Et le concept de vague de durabilité remplace donc tous les critères concrets jusqu'avant. Bref, on recule. Et pendant ce temps, donc, Chine avance. L'entreprise chinoise a même recruté l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'ex-secrétaire d'État aux droits des victimes Nicole Gage et l'ancien patron de la Fédération française de l'assurance Bernard Spitz. Donc, et Magali Berda. Qui fait des micro-trottoirs pour expliquer que ça va abîmer le pouvoir d'achat des Français. Récemment, cette commission de défense de la fast fashion a envoyé un rapport à tous les parlementaires sans exception de 37 pages. Donc c'est un lobbying qui est dénoncé devant la haute autorité de transparence de la vie publique. Une chose dingue de plus, c'est que cette loi, elle ne cible que 2 plateformes. Temu et Shein. C'est-à-dire que les autres, on n'en parle pas. Et puis même, on pourrait parler aussi, par exemple, de Primark qui détruit nos centres-villes. Rien, silence. Donc résultat depuis 10 ans, pour se rappeler un petit peu. 1350 postes supprimés chez La Redoute en 2013, 730 chez L'Halle en 2017, 800 chez Mime la même année, 200 chez CA en 2020, 400 chez Célio, 2600 chez Camaï en 2022 et aujourd'hui donc 600 emplois menacés chez Naf. C'est donc toute une filière textile française et surtout des commerces de proximité qui s'effondrent en direct devant nos yeux. Et face à 270 millions de vêtements produits chaque jour, principalement par des esclaves en Chine et avec des produits dangereux. Donc, on peut dire que nos lois, elles regardent ailleurs. Vous avez la réponse. Et la réponse de Chine, c'est de dire, vous pénalisez les faibles revenus et le pouvoir d'achat. C'est Havas, je crois, qui fait leur stratégie com et qui leur apprend que la mode est un droit. Et donc, c'est toucher aux droits des Français. Nos confrères de Radio France, de France Info, leur cellule d'investigation, racontent que la plupart des députés et sénateurs ont été sollicités par Chine. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying extrêmement puissant, ce que vous racontiez. Ils ont tous reçu un rapport et sollicités de façon très importante. Ce que moi je trouve terrible, c'est que je ne pense pas, sans vouloir lui faire offense, que Madame Nicole Gage soit une spécialiste de la RSE. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle a été... Mais c'est terrible, parce qu'elle a été chargée des droits de l'homme à l'UMP. Elle a été secrétaire d'État au programme immobilier de la justice et secrétaire d'État aux droits des victimes. Donc c'est ça en réalité qu'ils achètent. C'est le prix du déshonneur. Christophe Castaner assure que le contrat entre sa société et Chine n'est pas un contrat de lobbying, mais d'appui et de conseil. Je crois pour des cons. Enfin, pardon de dire ça comme ça, mais il a changé de vocabulaire. Mais c'est la honte. Enfin, je sais pas, moi je me. C'est le niveau des contrats, c'est le prix de la compromission en réalité. Tout homme a son prix. J'aime bien cette phrase. Bien sûr, vous vous souvenez. C'est un peu ça. Hein. Évidemment. Mais on est dans ce que vous avez très bien raconté, dans une entreprise qui détruit l'environnement, qui fait. Ça détruit l'environnement, ça détruit les droits humains. Ça veut dire que on a des gens qui Chine conteste, mais oui, mais bon, quand on produit plus de 500 références par jour. Non, puis regardez les mesurettes mises en place par Bruxelles. C'est 2 € par colis, petit colis qui arrive de Chine, donc via ces plateformes que vous commandez en France pour ceux qui commandent. Les États-Unis, ils ont mis 100 $. Vous voyez, alors avant d'acheter un truc à 5 $, si vous payez 100 $, vous regardez à 2 fois. Nous, en fait, c'est comme les voitures chinoises électriques, si vous voulez, on les laisse rentrer tranquillement. Vous voyez, si j'étais un peu ironique, ce que je suis jamais, jamais. Je dirais quand même que, vous voyez, à force de péter des vitrines comme ils font, là, nos amis barbares, là, enfin, nos amis, en fait, ils sont dans le sens de l'histoire, parce que bientôt, le textile est tellement plumé qu'il n'y aura plus besoin de vitrines. Vous voyez, tout se fera par des plateformes Internet qui arriveront de l'autre bout du monde. C'est la fameuse mondialisation heureuse. Vous voyez, qu'on nous a vendu pendant des années dans ce pays. Et on a foutu notre appareil industriel en l'air. Alors, un auditeur me dit, Naf et compagnie, ils font leurs vêtements au même endroit que Chine pour les vendre 100 fois plus cher. Alors ça je pense que ça dépend quand même pas mal des boîtes. Et surtout, on peut pas retirer tout ce qui est commerce locaux
et tout ce qui est ce travail en fait qu'il y a sur place. Oui, il y a une raison. Il y a une raison pour que les prix ne soient pas les mêmes, parce que vous avez une boutique, parce que les pratiques ne sont pas non plus et forcément les mêmes. On fait travailler quand même des gens qui font vivre des petites rues commerçantes, etc. Et il y a aujourd'hui des villes où il n'y a plus rien. Ouais. Moi, je connais des personnes dans mon territoire, dans mon canton rural, qui s'habillent chez Shein. Et qui revendiquent en fait cette capacité à pouvoir acheter à pas cher des produits qui ont l'illusion du neuf et du beau, et qui, parce qu'ils sont pas chers, justement, pourront être jetés plus facilement. Et ce que je regrette totalement dans les noms qu'on a cités, les 3 personnes que l'on connaît, c'est d'être complice d'une industrie dans laquelle on donne cette éducation aux gens de dire c'est pas cher, donc tu peux jeter et donc tu peux remplacer. Mais un pantalon, une chemise, c'est des dizaines de litres d'eau pour fabriquer une unité. Et je trouve ça assez pathétique que des personnes qui ont été maires, députés, vice-présidents de région, ministres de l'Intérieur s'en remettent à prendre des honoraires de conseil pour des industriels étrangers qui font de la pollution, de la fast fashion, et qui visent à mal éduquer les consommateurs français dans leur politique d'achat. Et qui cautionnent ces pratiques. Et ça fait des dizaines d'années que l'on vend l'économie sociale et solidaire avec des chantiers de réinsertion pour le réemploi des vêtements, des jouets. Moi, chez moi, j'ai des associations qui font ça, qui le font très bien, pour pouvoir donner une seconde vie aux choses. Et là, on brise des dizaines d'années de travail pour pouvoir avoir une consommation qui soit plus responsable. Et puis c'est tout sauf patriote. Qu'est-ce que ça va rapporter à l'économie française? Rien. Non, mais voilà, exactement. C'est presque populiste. C'est presque populiste. C'est tu achètes à pas cher, on te donne la possibilité d'acheter à pas cher. Fais-toi plaisir, c'est pas cher, fais-toi plaisir. Et ils sont complices de cet élément marketing, qui est un élément marketing que prend cette marque. C'est habille-toi à pas cher, de toute façon c'est pas cher, tu pourras remplacer. Moi je condamne pas du tout les gens qui vont acheter sur Chine, parce que quand on est en difficulté financière, qu'on veuille s'acheter des vêtements, ça je ne le condamne pas. Moi ce que je condamne fermement, c'est que des gens qui ont représenté la France, qui ont eu l'honneur de représenter la France, en allant se vendre à ces sociétés, et bien finalement cautionnent totalement ces méthodes, et puis nous déshonorent. Voilà, il y a plusieurs scandales. Il y a celui-là de ces politiques qui n'ont pas d'honneur, me semble-t-il. Hein. On a un ancien Premier ministre aussi qui était... On a François Fillon qui était parti absolument aussi travailler dans le gaz, pour le gaz russe. Les principales fédérations du commerce de France demandent le déréférencement de Chine et de Temu. Ça veut dire que quand vous tapez sur Internet, ça ne doit plus apparaître en tête de Google. Ça paraît quand on sait combien l'industrie textile française est en difficulté. Est-ce qu'on a vraiment besoin que nos politiques français aillent cautionner ces... Mais là où notre auditeur n'a pas tort, c'est qu'on fabrique plus beaucoup en France non plus. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces nominations de ces personnalités importantes dont on parle viennent aussi à un moment donné, qui l'ont été, quand tu as été ministre de l'Intérieur. Bernard Spitz, c'est pas n'importe qui non plus. Dans les couloirs de l'économie, des milieux... Oui, c'est confirmé, ça a été repris. C'est parce qu'une loi est en préparation à l'Assemblée nationale. Une loi est en préparation à l'Assemblée nationale, et ces nominations viennent préparer cette fameuse loi. Oui. Certains des consommateurs qui disent personne ne se vante d'acheter du Shein, ce n'est pas valorisant. Dit une jeune fille qui achète beaucoup de fast fashion parce qu'elle aime beaucoup se changer. Mais il faut peut-être faire de la com aussi autour de ce que sont ces marques. Bien sûr. De la communication et de l'éducation. Absolument. Parlons de Bruno Retailleau qui refuse de défendre la proportionnelle. Il a raison. Qui menace de démissionner. Oui, il menace de démissionner. Donc stop ou encore? Alors, moi je vais vous dire, je pense que Bruno Retailleau cherche avec espoir et désespoir la porte de sortie. Oui. Alors, d'un gouvernement. Alors je vais vous dire, attendez. Évidemment pas d'accord. Bien sûr. En fait, il cherche la porte de sortie parce que, évidemment, au bout d'un moment, il ne va pas pouvoir sombrer avec le gouvernement. François Bayrou et son gouvernement étant condamnés à moyenne échéance. Quand il va présenter son budget de 40 milliards d'euros d'économie, s'il y arrive, de toute façon, il aura tous les groupes contre lui.
Donc je pense que Bruno Retailleau cherche une porte de sortie avec quand même cette difficulté que d'autres ont vécue quand ils étaient candidats à la présidentielle, c'est que quand vous sortez d'un poste comme celui de ministre de l'Intérieur, premier flic de France, vous avez une exposition médiatique qui est formidable. Quand vous y êtes plus, votre exposition médiatique s'effondre. Donc Bruno Retailleau, il va chercher le bon timing pour sortir, comme d'autres l'ont fait avant lui, de gouvernement, pour pas être solidaire du naufrage. Le problème, c'est que s'il quitte trop rapidement le gouvernement, en ayant beaucoup communiqué, mais en ne pouvant pas faire grand-chose, on va le taxer évidemment de ne pas avoir fait grand-chose. Et s'il le quitte trop tard, il sera naufragé avec le bateau Macron. Donc il a un vrai problème de timing. Et puis, l'air de rien, je pense aussi à Laurent Wauquiez, qui est président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui tient très bien ses troupes, qui a peut-être pas dit son dernier mot, je n'en sais rien, et qui va guetter ce timing de sortie de Bruno Retailleau du gouvernement avec à la fois gourmandise et analyse intellectuelle, ce qui est capable de faire Laurence Wauquiez. Donc là, il y a un vrai sujet pour Bruno Retailleau qui menace effectivement de démissionner si la proportionnelle est votée. Alors, mais est-ce que c'est effectivement une opportunité Alors, juste... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis évidemment pas d'accord, parce que... Je veux dire, la marque de fabrique de Bruno Retailleau, c'est d'avoir des convictions et de s'y tenir. Et c'est suffisamment rare en politique pour le saluer. D'être opposé à la proportionnelle, c'est un peu l'ADN de notre famille politique. Enfin, je veux dire, le parti gaulliste a toujours été opposé à la proportionnelle. C'est le régime des partis. C'est une loi qui conduirait à encore plus de confusion. Et je pense que là, on est quand même à minuit moins une de l'effondrement. On voit bien qu'on n'arrive pas à avancer, et un retour à la 4e République, ce serait mais justement, vraiment parce tragique. qu'on est à minuit moins une, il ne faut pas pour Bruno Retailleau que le carrosse se transforme en citrouille. Non, mais vous savez, on peut aussi penser à l'intérêt. Non, moi je pense que ce qui conduit Bruno Retailleau, c'est vraiment le sens de l'intérêt général. Oui, très bien, vous l'aimez bien, et c'est un homme politique qui pense qu'il a ses chances peut-être pour la présidentielle. À titre personnel, je ne suis pas opposé à une dose de proportionnelle. Et je pense que c'est un débat qu'il faut avoir, c'est-à-dire la représentativité des mouvements à l'Assemblée. D'ailleurs, la proportionnelle... Est-ce que c'est l'urgence ? Mais je pense, et je vais dans le sens d'Alexandra, que ça n'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est d'arriver à trouver des économies pour le mois d'octobre et la loi de finances, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de solutions pour mettre des impôts supplémentaires, mais on ne parle d'aucune économie. L'État est incapable de se réformer lui-même, de se remettre en question lui-même. On casse les dotations aux communes, aux départements, aux régions. On brise l'investissement public. Parce que toutes les dotations qu'on retire à ces organismes, c'est de l'investissement public qui disparaît de l'économie locale. Et pendant ce temps-là, l'État ne se réforme pas. Absolument pas. Et je pense que ce débat sur la proportionnelle, qui vient aussi sur des volontés un petit peu politiciennes de la part de François Bayrou, n'est pas son obsession n'est pas arrivé au bon moment, parce que la priorité absolue, c'est de faire 40 milliards d'économies et pas d'hausse d'impôts. Et je rappelle juste quand même que Bruno Retailleau est aussi le ministre des élections. Donc c'est quand même compliqué quand on est ministre de l'Intérieur et à ce titre ministre des élections, de participer à des élections dont on ne cautionne pas le fonctionnement et la mise en œuvre. Est-ce qu'il va pouvoir rester ? Oui. Moi, juste pour réagir, je suis assez d'accord sur le style assez sincère de Bruno Retailleau en général. C'est quelqu'un qui est d'une sincérité totale, qui a des convictions. En revanche, moi, ça me rappelle un petit peu Macron qui a claqué la porte sur la déchéance de nationalité, qui a trouvé quelque chose qui touche un peu aux tripes, qui touche un petit peu à sa famille politique pour pouvoir partir au bon moment et pas finir parmi les naufragés du macronisme. Donc, oui et non, j'ai envie de dire. Bruno Retailleau, il ne veut pas rester au gouvernement pour rester au gouvernement. Il faut aussi qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Et après, au niveau quand même de cette proportionnelle présentée par Bayrou, c'est une proportionnelle qui est quand même très relative. C'est rajouter 20% de proportionnalité dans l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment déstabiliser, nous ramener à la 4e République ou encore pire à 1986 ? J'y crois pas trop. À suivre. Merci à tous les quatre. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.